pense que je me suis retrouvée dans une espèce de spirale infernale, quoi. Les gens qui font vraiment un burn-out, ils tombent par terre, enfin voilà, ils peuvent plus se lever, quoi. Il y a un moment, il y a une rupture. On pense que le bonheur au travail, c'est souhaitable, qu'il existe des solutions et que ça s'apprend. Au terme de Saujon, certains viennent chercher l'eau pour éteindre le feu qui les consume de l'intérieur. Ils souffrent de ce fameux burn-out. En bon français, ils sont carbonisés. On a l'impression d'être un ordinateur qui tout d'un coup a grillé, ça c'est sûr. Il n'y a plus de connexion nulle part. C'est-à-dire que vous êtes là présente, mais que votre esprit est ailleurs. Isabelle est en burn-out depuis 6 mois. À 53 ans, cette infirmière est en repos forcé. Elle n'est pas la seule à avoir opté pour la cure thermale. Ici, un quart des patients souffrent de ce que les médecins français appellent aussi le syndrome d'épuisement professionnel. La température de l'eau, ça va? C'est parfait. Je vous avance un petit peu le café. Oui, parce que je suis pas très grande. C'est ce que je Merci. C'est bon pour vous? Attention, votre dos, c'est froid au début, on y va. Hop, et c'est parti. Ça va? Ouais. Ça fait du bien? Ah bah oui. Après 32 ans de travail dans le milieu hospitalier, Isabelle a décidé de s'installer dans un cabinet d'infirmière libérale. Mais le rythme est rapidement devenu insoutenable. La journée type commençait à 6 h du matin jusqu'à parfois 21 h. On avait une journée de repos tous les 15 jours. Ça s'arrêtait jamais, quoi, en fait. Vous n'accordez pas suffisamment de temps à vos patients. Plus ça va, moins vous avez envie de faire les choses. Les gestes de la vie quotidienne deviennent compliqués, vous ne dormez plus. Et du coup, ça pose question, quoi. Vous vous dites, là, je suis plus capable, là. Je suis pas capable. Il y a eu un jour où vous avez senti que c'était terminé, quoi. Vous pouviez plus. J'ai fait une erreur. L'erreur n'a pas été gravissime, mais moi, ça m'a tout de suite... j'ai pas bien accepté. Et là, je me suis dit, là, il y a danger. Là, il y a danger. Voilà. Et après, vous retournez quand même travailler avec la peur au ventre, en vous disant, mais pourvu que tout se passe bien, quoi. On m'avait dit, repose-toi. Donc, j'ai essayé de me reposer pendant 6 semaines. Et au moment où j'ai voulu repartir travailler, c'était impossible. J'étais comme tétanisée. Comme si comme si j'étais au bord d'une rivière, que je devais aller sur la rive d'en face pour essayer d'avancer. Et là, tout d'un coup, j'y arrivais plus. J'étais tétanisée. Isabelle, qui a couru dans tous les sens pendant des mois, n'arrivait subitement plus à se lever. Bonjour madame. Bonjour. Venez, entrez. Cet effondrement brutal Asseyez-vous. est symptomatique du burn-out. Bon. Il peut être suivi d'une dépression ou, dans les cas les plus graves, d'un suicide. Je ne me sentais pas dépressive. D'accord. Déprimée parce que je pleurais. D'accord. De temps en temps. Épuisé surtout. Oui. Épuisé sans envie. Oui, c'est ça. J'avais pas d'idée suicidaire. En revanche, je me disais que si jamais demain il m'arrivait un accident, c'est pas grave. C'est ça, une indifférence. Une indifférence de la vie et une espèce de découragement de tout. Très souvent, dans le burn-out, les personnes sont surprises de ce qu'elles ressentent. Elles ne le
prévoient pas, elles ne le comprennent pas. Et c'est souvent effectivement le corps qui s'arrête, soit parce qu'il s'arrête physiquement, hein, par un ralentissement, une difficulté à se lever, une difficulté à se concentrer, soit parce que la personne perd totalement la motivation. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'envie. Et donc la personne devient presque indifférente à son travail, même à y aller parfois. Ce qui surprend parce que c'était une personne qui souvent était très investie auparavant. Plus on investit dans le travail et plus l'échec au travail devient dramatique. Contrôler. Pour éviter que les machines ne s'emballent. C'est la mission délicate de la médecine du travail. Ce matin, une employée d'Orly y a rendez-vous pour faire le point sur sa situation. Sabrina est en arrêt depuis 1 an. Cette employée modèle venait pourtant d'avoir une promotion. J'ai travaillé 7 jours sur 7. N'importe quelle heure, ça ne me dérangeait pas. Je me suis donnée. Et je me suis donnée, mais vraiment à fond. Jusqu'au jour où elle entre en conflit avec sa supérieure, qui la placardise. Je venais au travail, j'avais la boule au ventre, on me mettait pas en copie des consignes, rien du tout. Donc ça a été très très dur. Donc, excusez-moi, j'ai essayé de tenir. Et un beau jour, je suis arrivée au travail. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis retrouvée en bas de 12 marches d'escalier. Vous êtes tombée? Je suis tombée. Et là, c'était fini? Et là, c'était fini. Ouais, ça marche. Entrez. Ça épuise vos... Quand un médecin du travail diagnostique un épuisement professionnel, il vérifie si ce dernier n'est pas causé par des dysfonctionnements au sein de l'entreprise, comme c'est le cas pour Sabrina. Il y a des difficultés qui sont partagées par d'autres membres de votre ancienne équipe. Donc ça, je m'en réjouis pas, hein, parce que j'aurais préféré que ce soit isolé, qu'il y ait que vous qui ayez ces sentiments comme ça d'échec au travail. Et en même temps, ça permet, je trouve, d'objectiver les choses et d'avancer. Hein. On a 3, 4, 5 arrêts, je sais plus, enfin beaucoup. Voilà. Donc là, ils sont forcés de se poser des bonnes questions puisque de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas assez de monde pour faire fonctionner le service. Et donc, il va y avoir des décisions qui vont se prendre. Je ne peux pas vous dire si c'est dans 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. À l'heure actuelle, j'en ai aucune idée. La seule chose, c'est que vraiment, je le répète, on ne vous remettra pas dans l'environnement de travail tant qu'il est toxique pour votre santé. Parce que votre santé passera toujours avant toutes nos décisions. Donc de toute façon, je ne vous forcerai pas à y retourner. Moi, ce que j'ai demandé à l'employeur, c'est vraiment de revoir le fonctionnement humain et la communication du service, globalement. Voilà, hein. Moi, j'essaye de remonter aux entreprises avec plus ou moins de succès et puis avec le maximum de tact possible pour essayer de leur dire, voilà, qu'est-ce qui génère des troubles de santé et qu'est-ce qui peut être combattu, etc. Il y a un exemple que je cite souvent, c'est des gens qui sont en fait confrontés à l'agressivité de la clientèle. Beaucoup d'entreprises me disent, mais j'y peux rien, docteur, je ne vais pas éduquer mes clients ou voilà. Alors, on ne peut pas éduquer les clients. Par contre, on peut réfléchir à une organisation du travail qui essaye de diminuer l'état de stress des clients quand ils arrivent ou leur mécontentement. Après, voilà. Et puis, pour les salariés, on peut les former, les aider à prendre du recul par rapport aux situations, à avoir des lieux de débrief où ils peuvent en parler entre eux, ou à avoir quand même en fait un espèce de support collectif qui rend possible cette agressivité du quotidien. Christelle Perrault a fait son burn-out il y a 17 ans. Le Bouddha, c'est un symbole? Bouddha, pour moi, ça représente finalement cette connexion avec le plus profond de soi-même, l'intérieur de soi. À l'époque, elle avait un haut poste dans une banque d'affaires et gérait en même temps ses 3 petites filles en bas âge. J'étais aussi dans l'image de la femme parfaite, quoi. Tout parfait à la maison, tout parfait au boulot. Il y a cette quête de perfectionnisme, ce surengagement dans tout en même temps. Et moi, je m'en rendais pas compte parce que, ben voilà, c'était comme ça. Donc toujours nickel, toujours impeccable.
Donc au travail, ils n'ont rien vu que vous étiez épuisée? Non. Ils n'ont pas vu du tout? Non, parce qu'au travail, en fait, déjà j'étais en minorité en tant que femme. J'étais principalement avec des hommes qui avaient des femmes qui ne travaillaient pas. Et donc, ils ne se rendaient pas compte. Et moi, je pensais que c'était la vraie vie du monde du travail, donc je ne remettais pas en question le travail. Oui, j'étais heurtée, oui, j'étais blessée par des petites phrases, style « t'as pris ton après-midi » quand je partais à 18h, voire 18h30, des choses comme ça. Cette difficulté à exister en tant que femme et en tant que mère de famille aux côtés d'hommes qui ont des femmes à la maison qui gèrent tout. Et qui, eux, de toute façon, la seule chose dans laquelle ils sont investis, c'est leur travail. Et c'était compliqué d'avoir de la reconnaissance aussi. C'était compliqué, mais ça me semblait juste la vraie vie. Donc je les ai jamais inculpés, j'ai jamais remis rien du tout sur leur dos en fait. J'aurais pu dire non, j'aurais pu dire stop, j'aurais pu dire ça me va pas. J'ai jamais été dans ce non. Et certainement qu'il aurait pu être entendu ce non. Et en cela, j'ai ma part de responsabilité. Depuis, Christelle Perrault a quitté sa banque d'affaires. Aujourd'hui, elle raconte son histoire dans une pièce de théâtre. Christelle, vous faites chier dans votre vie. Diagnostic du médecin, burn-out et dépression. Et je me sens tombée, comme dans un puits sans fond. Conseiller les entreprises pour qu'elles mettent de l'huile dans les rouages. C'est le deuxième métier de Christelle Perrault. Ce soir-là, elle est conviée par une société d'assurance qui souhaite sensibiliser ses salariés et ses clients à la question du burn-out. Je suis passée par là, donc le sujet me paraît très intéressant. Vous avez vous-même fait un burn-out? Oui, tout à fait. La surcharge de travail, du 15 heures par jour, tu t'aperçois en fait de rien. Ça doit très certainement aider les personnes qui en souffrent parce qu'ils se sentent, ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas le dire, c'est un peu honteux. Je peux vous embrasser? Bien sûr. J'ai identifié que j'avais peut-être un rôle, une mission d'intervenir dans des entreprises pour communiquer sur ces mots qui sont encore tabous dans l'entreprise. Il y a beaucoup de communication, mais pas forcément de l'accompagnement et de la sensibilisation, de l'éveil des consciences. Et quand je viens, je ne suis pas avec un PowerPoint. Je viens avec moi, mon histoire, je la partage. On va accueillir Christelle Perrault qui va nous entretenir sur un sujet qu'on commence à avoir dans nos entreprises qui est le burn-out. Nous étions en 2001, j'avais 30 ans. La prévention des risques psychosociaux, l'équilibre de vie, la qualité de vie au travail, le bonheur au travail n'existaient pas. Le burn-out est une maladie de notre civilisation. La résultante d'une société du faire, perpétuellement en quête de performance et de croissance à n'importe quel prix. Merci. Alors moi je suis un chef d'entreprise, je suis comme vous. J'ai pas de temps pour réfléchir à ça. J'ai pas le temps, je suis dans mon business, je suis dans ma stratégie, je suis dans j'essaie de... Les gens me suivent. Et donc ça fait réfléchir, voilà. En tant que chef d'entreprise, moi dans mon expérience, c'est qu'on n'est pas formé, on n'est pas sensibilisé au fait que ces situations-là existent et on a un peu tendance à dire ça n'existe pas, c'est pas mon problème et à évacuer le sujet. Apprendre à reconnaître les risques psychosociaux. Le b.a.-ba désormais, dans toutes les écoles de management. Les futurs managers doivent être en mesure de détecter les situations de stress ou de harcèlement. Car tous les employeurs sont tenus par le Code du travail de protéger la santé mentale et physique de leurs salariés. C'est pas parce que vous poussez les gens à faire toujours plus et que vous leur donnez éventuellement des consignes qui sont pas très claires, voire qui sont paradoxales, que vous allez les faire performer mieux. Peut-être que donner moins de consignes et mettre moins la pression, ça donne pas forcément de moins bons résultats.
C'est un message que je passe toujours à mes étudiants. Un manager, c'est aussi un salarié. Donc il est aussi managé. Les managers et même les dirigeants, c'est pas les derniers à connaître le stress, voire à connaître de l'épuisement professionnel. Une situation de manager et une situation même de salarié, c'est souvent complexe. C'est plutôt beaucoup de nuances de gris que du noir ou du blanc. Comment est-ce que dans votre organisation idéale, on agit en faveur de la qualité de vie au travail? Je sais pas, je pense au bureau de Facebook qui offre par exemple des nurseries, des services de pressing, de restauration diverses. Je pense que ça rend vraiment le salarié plus heureux d'aller au travail le matin. Je suis pas forcément d'accord avec Daphné, puisque le fait d'avoir tout à son travail, le pressing, etc., ça nous enferme en quelque sorte dans l'entreprise. Ça ne nous donne pas vraiment d'échappatoire. On pourrait aller faire son pressing ailleurs, rencontrer d'autres personnes, mais non, on va rester avec les mêmes collègues du bureau et tout. Enfin, moi, je trouve ça un peu enfermant. Cette future génération de managers a déjà une idée bien précise de ce qu'elle veut et surtout de ce qu'elle ne veut pas. J'avais des a priori assez négatifs sur le management au départ. Et envers les petits chefs en général qui mettent un peu d'autorité et tout ça. Donc je me sentais toujours assez mal de diriger les autres dans un groupe et de faire tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers le management plutôt pour trouver des méthodes comme ça plus soft, on va dire, plus douces pour manager. C'est-à-dire manager plus par l'exemple, plutôt faire que dire. Si le management est un management qui permet à chacun justement de s'épanouir, finalement, voilà, le travail ne devient pas simplement une charge, pas simplement un poids, mais peut être un lieu d'épanouissement. Salut Dimétac, ça va? Monsieur le directeur, vous avez 10 minutes là devant vous? À Grenoble, les étudiants ont même un cours de commedia dell'arte. Ils y rejouent, derrière leur masque, des situations de stress qu'ils ont connues lors de leur stage en entreprise. La décanalisez-vous, enfin! Ici, on veut des gens courageux et qui respirent et qui... Vous comprenez? Oui? La pression, vous comprenez? Travailler de 8h à 20h, une demi-heure de pause, un sandwich, déjà c'est bien. En fait, je veux pas, je vous apprécie pas. Non, je me sens pas bien. Mais s'il vous plaît! Non, je m'en vais parce que là, vous comprenez, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. C'est sûr que ça change énormément de la comptabilité, des ressources humaines et de la finance, mais justement c'est ça qu'on voulait vraiment avec ce cours, c'est travailler sur nos compétences comportementales, les soft skills qui sont vraiment appréciées en entreprise. Et ouais, en fait, on apprend beaucoup sur nous, sur la posture qu'on devrait avoir en tant que manager. Et c'est vrai qu'on pousse en fait les sujets un peu à leur paroxysme pour montrer tout ce qu'on déteste et tout ce qu'on aimerait nous pas faire comme ça. Regardez-vous! Dans ces écoles qui nous fournissent les futurs managers, les futurs dirigeants, est-ce que je continue de former des loups aux dents longues qui raillent le parquet et qui ne s'intéressent absolument, qui ont une vraie puissance et une vraie puissance créatrice? C'est ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire ils sont mauvais, ils créent réellement. Sauf qu'à un moment donné, ils ne se rendent pas compte de leurs dérives. Est-ce que je fais un système qui ferait qu'on aurait pour le coup des bisounours, c'est-à-dire des gens très gentils mais qui à un moment donné ne seraient pas capables de prendre les décisions? Ou est-ce que je tente de former des gens qui ont conscience qu'on a besoin, en tant que manager ou en tant que dirigeant, d'être entre bienveillance et exigence, que c'est nécessaire, que la vie elle est là? Manager différemment. Certaines entreprises le font déjà. C'est le cas chez Identicar, qui propose des services aux automobilistes. Si vous êtes en panne, nous pouvons intervenir pour le remorquage, donc bien sûr à 0 km. Ici, cela fait 3 ans que le changement est visible. Merci. Surtout entre midi et 2, où la salle de pause accueille la séance de yoga. La prochaine inspiration, c'est la main qui est au-dessus, qui remonte vers le ciel, qui tire l'ensemble. Et l'infirmerie, les services d'une esthéticienne. C'est un petit moment pour nous, on court tout le temps, on n'a jamais le temps de prendre soin de nous. C'est un luxe. Toutes ces idées ont été impulsées par les salariés. On va proposer de monter en puissance l'année prochaine sur l'utilisation du crédit temps. L'entreprise leur donne une demi-journée par mois
pour réfléchir à leurs conditions de travail et les améliorer. Le plus important. On arrive le matin ici pour travailler, mais on va faire plusieurs choses dans la journée. Vendredi matin, je me suis fait masser parce que la boîte m'a proposé un quart d'heure de massage. Vendredi midi, j'avais sport. Aujourd'hui, je pourrais avoir esthéticienne. On a mis en place des distributeurs de bocaux, de produits sains pour déjeuner le midi quand on n'a pas trop le temps. Donc voilà, l'entreprise, elle sort du cadre de stricto sensu du travail. On a des vraies journées complètes avec plein d'activités en plus de notre boulot. C'est vraiment chouette. Et j'imagine que vous travaillez quand même. On travaille quand même, bien sûr. C'est tout le contraire. C'est parce que peut-être on s'est fait masser, qu'on a été détendu, qu'on est bien au travail, qu'on va bien se sentir dans l'entreprise et qu'on va être plus productif et qu'on va avoir envie de s'impliquer encore plus sur l'ensemble des sujets. Donc les peut-être 20 minutes de massage vont derrière avoir un effet bien plus productif sur la qualité du travail que si on ne les avait pas faites. Ici, on ne parle pas que de massage et de baby-foot. Des sujets plus délicats sont abordés, comme la pression subie par les équipes. J'organise la semaine de travail des équipes. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé de donner un nom au sujet. Gargamel, qui était un nom à la fois rigolo puis assez évocateur de dire c'est le méchant, il fait peur mais pas trop, mais quand même, et je trouve qu'ils ont un petit peu peur de Gargamel. Et le fait d'avoir nommé la pression comme Gargamel, en fait c'est quelque chose qu'on retrouve dans le vocabulaire quasiment de tous les jours, que ça peut être avec son manager quand il vous demande quelque chose un peu compliqué. Les gens n'hésitent pas à dire tu me mets une Gargamel sur ce sujet-là, ça détend tout de suite la discussion et effectivement on envoie le même message en disant tu mets une pression, mais on s'autorise à le faire parce qu'on a trouvé un nom rigolo sur le sujet. Allez, le pain au chocolat qui fait moite-moite. Non, si tu veux. Chez Identicar, question vocabulaire, on ne dit pas manager, mais facilitateur. Et le lundi, c'est stand-up. Chacun présente son planning de la semaine, debout. Je commence les stats Facebook pour le comité édito de la semaine prochaine. Et voilà, je pense que c'est déjà bien. Pas de point bloquant mis à part l'affiche nouvelle gamme. Aujourd'hui, dans mon rôle de manager, c'est plus justement d'essayer d'enlever, de voir que une personne, ça m'arrive des fois d'avoir des to-do, des work-lists et dire bien non mais là faut que tu te l'enlèves ça parce que ça va pas passer. Et puis si ça va passer, non ça va pas passer, tu vas pas être bien. Surtout qu'il y a des sujets qui méritent pas de se mettre la pression. Bon, on a des bons résultats. Ouais, ça va plutôt pas mal. On était manager précédemment, on essaie de devenir des coachs en fait. Ce qu'on aimerait, c'est avoir plein de coachs dans la structure, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour aider leurs équipes à grandir et pas pour leur indiquer ce qu'elles doivent faire. On est une petite structure, on n'a pas l'attractivité d'une grande marque, grand public. Pour nous, c'est une réponse nécessaire à une attente qu'on a commencé à percevoir et qu'on perçoit de plus en plus sur la génération qui est aujourd'hui sur le marché du travail et qui attend vis-à-vis de son employeur et de sa société autre chose qu'un lien hiérarchique ou un lien contractuel. Les gens veulent avoir du sens dans leur métier. Les gens veulent pouvoir interagir avec leur boîte, être acteurs et plus seulement employés comme c'était le cas sur des générations précédentes. Être heureux au travail, c'est un concept tendance aujourd'hui. Depuis quelques années, il existe même une université du bonheur au travail. Pendant 3 jours, 70 participants, des RH, assistants de direction et même chefs d'entreprise viennent se nourrir de conférences sur le sujet. On peut appréhender ce qui constitue le bonheur au travail. Est-ce que je suis rémunéré de manière équitable, satisfaisante? Est-ce que j'ai un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle? Et enfin, est-ce que j'ai de la sécurité de l'emploi au sens, est-ce que j'ai confiance quant au fait que mon travail soit toujours là demain? Du yoga sur chaise. Inspirez en avant, gardez le souffle, contractez l'anus, le sexe et rentrez le nombril. Passez l'énergie jusqu'en haut. De la méditation. Les stagiaires viennent chercher dans ces ateliers des techniques pour lutter contre le stress au travail. Doucement, vous allez essayez de vous connecter à votre météo intérieure. Alors, évidemment, au travail, vous n'avez peut-être pas 20 minutes, mais de toute façon, vous avez 3 minutes toujours à votre bureau, assis. Je ferme les yeux, je vais sur ma respiration. Et on sait qu'en 3 minutes seulement, on a un calme physiologique qui s'installe. Le bonheur au travail ne fait pas l'unanimité. Les critiques dénoncent la dictature du bonheur ou encore l'apicratie, qui ne donne, selon eux, aucune arme pour combattre les vrais problèmes du monde du travail,
mais simplement des outils pour les supporter. Je dirais que le thème du bonheur au travail est de plus en plus présent sur la place publique et qui est de plus en plus clivant. Donc on a des gens pour qui ça hérisse les poils, qui sont blessés dans leur intimité par ce terme-là, et d'autres qui voient que c'est un chemin possible et eux sont beaucoup plus convaincus. Il y a 5 à 10 ans, vous étiez obligé de revenir à quelques entreprises et les noms qui venaient étaient Google et les startups. Aujourd'hui, ce sont des centaines d'entreprises qui, chacune à leur manière, dessinent leur stratégie en faveur du bonheur au travail. Vous êtes totalement libre. La seule limite, c'est la violence physique. Mais toutes les stratégies ne font pas voir la vie en rose. Certaines entreprises feraient même semblant d'agir sur le bien-être pour mieux cacher leurs abus. C'est ce qu'on appelle le pinkwashing. Le pinkwashing, c'est une pratique qui consiste pour une entreprise à essentiellement faire de la cosmétique sur le bonheur au travail sans avoir de véritable intention d'améliorer les choses pour les collaborateurs. C'est mettre un baby-foot et multiplier par 3 la charge de travail. C'est mettre des plantes sur les bureaux et inviter les collaborateurs à faire un usage excessif de la discipline. C'est extrêmement non éthique et c'est dangereux. Le chant des partisans du bonheur au travail, entonné à gorge déployée. Une petite musique anti-burnout qui gagne doucement le monde de l'entreprise.